De nos jours, à quoi ressemble le portrait des libertés humaines? Donc, il y a un certain nombre de variables qui entrent dans la variable des libertés humaines. Mais toujours est-il que le Human Freedom Index est une variable quantitative qui a été construite à partir de plusieurs indicateurs socio-économiques dans les différents pays. Donc, on a une base de données, comme on l'a vu hier, constituée de 160 pays du monde qu'on a regroupé en plusieurs régions. Ici, ça c'est l'affichage de données. On peut venir ici dans la vue des variables là. Pas mal de variables là, mais il y a essentiellement deux variables là qui nous intéressent. Donc, il y a la variable grande région combinée. On a également regardé hier, donc qui était vers la fin, grande région 2, donc qui était vers la fin là. Donc, je crois que c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci, grande région combinée. Lorsqu'on regarde les modalités ici, on a Amérique, Europe occidentale et Océanie, on a Europe de l'Est et Asie centrale, on a Asie de l'Est et du Sud, Afrique de l'Ouest. Donc, notre variable qu'on devait analyser, c'était l'indice de Freedom Index, le Human Freedom Index, on l'a appelé, je crois, EF Score, donc liberté économique, score de liberté économique, donc qui est dans notre cas présent une variable quantitative. Donc, on va par exemple, on va tester pour voir si d'une région à l'autre, les libertés économiques sont les mêmes. Alors, nous vous invitons à prendre part la formation en économétrie et technique quantitative, donc qui aura lieu concomitamment en ligne et en présentiel, qui aura au menu trois principaux modules de la conception des questionnaires, des masques de saisie en utilisant CS Pro avec synchronisation avec Dropbox pour les saisies sur des dispositifs Android. Donc, nous avons également fait de l'analyse descriptive et inférentielle, et puis les tests hypothèses, et puis les régressions. Et nous allons terminer par l'économétrie avancée avec les modèles les plus avancés en économétrie sur les séries temporelles, modèles vectoriels, progressifs, la correction d'erreurs, les modèles de panel. Et donc la formation va se tenir donc en utilisant les logiciels tels que CS Pro, SPSS-R, StatEye, eViews. Donc vous pouvez avoir les contacts, donc sont là, donc vous pouvez nous contacter soit par WhatsApp ou par email, ou alors par le lien que nous allons mettre en description pour pouvoir vous inscrire directement à la formation. Et donc on se retrouve dans le cadre de cette formation. Donc, dans notre énoncé, donc, il y avait un certain nombre de problématiques. Donc, votre équipe s'intéresse à une composante clé pour naviguer dans le monde de nos jours, donc soit le niveau de liberté économique. Comment varie-t-elle? Y a-t-il une différence de liberté économique entre les grandes régions du monde? Ça, c'est la question qu'on se pose. Donc, ça, si c'est par exemple un travail qu'on vous a demandé de faire, donc ça peut être un mémoire ou je sais pas quoi. Donc, l'hypothèse nulle ici, par exemple, c'est que ça peut être quoi? C'est que les libertés économiques sont... donc, l'hypothèse de travail qu'on peut se fixer, par exemple, c'est que les libertés économiques ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on va faire notre test d'hypothèse, ça sera forcément notre hypothèse de travail, notre hypothèse nulle. Donc, l'hypothèse nulle de notre travail, en général, en statistique, l'hypothèse nulle, c'est une hypothèse qu'on souhaite rejeter pour atteindre notre objectif, pour que notre hypothèse qu'on s'est fixée soit validée, ou alors pour atteindre notre objectif. L'hypothèse nulle de notre test, par exemple, sera que la liberté économique est la même dans toutes les régions. Bon, la liberté économique est matérialisée par une variable quantitative qui est la variable score de liberté économique, donc on a plus ou moins vu hier. Donc la variable, on l'a vu, est composée et regroupant toutes les variables. Donc il y a la taille du gouvernement, il y a le système légal, il y a les droits de propriété, il y a le niveau de stabilité monétaire, il y a le libre-échange international, il y a la régulation des marchés, des entreprises et du crédit. Donc voilà les variables qui entrent dans le score de liberté économique qui peut être construit par exemple en utilisant l'analyse en composante principale. Donc il y a une question concernant cela. Donc à la fin, on va voir comment est-ce que à partir d'un certain nombre d'indicateurs, alors de variables, on peut construire un indicateur statistique qui est censé mesurer une réalité. Donc, pour revenir à notre travail, donc hier, on avait demandé de décrire le rôle des variables dépendantes, indépendantes. Bon, du moment où, hier, on a répondu à cette question parce que on n'était pas encore arrivé là. Donc, mais maintenant, si on pose la question, étant donné qu'on a évoqué deux variables ici qu'on veut analyser, il y a le score de liberté économique et
puis la variable grande région combinée. Donc, si on vous demande maintenant quelle est la variable dépendante et quelle est la variable indépendante, quelle est la réponse que vous donneriez? On dirait que la variable dépendante, c'est le score de liberté économique, je pense que. Et la variable indépendante, ça va être l'autre variable combinée. Là. La grande région combinée. Voilà, la grande région combinée, ça va être la variable indépendante et le score va être la variable dépendante. Donc, la variable dépendante, c'est la variable. Qu'est-ce qu'on veut expliquer? On veut expliquer la liberté économique. Donc, effectivement, la variable liberté économique est la variable dépendante. Donc, on veut l'expliquer au moyen de quoi? Au moyen du facteur qui est la grande région combinée. Donc, la variable indépendante, c'est la variable grande région combinée. Bon, de toute façon, dans une ANOVA, la variable dépendante, c'est la variable quantitative et la variable indépendante, c'est le facteur. Donc, bon, le type, on en a déjà parlé. Donc, il y a la variable grande région, c'est une variable quantitative et l'autre est qualitative, une variable nominale. Analyser les statistiques descriptives appropriées et les graphiques de distribution pour les variables. Bon, et on a regardé cela. Donc, lorsqu'il s'agissait de variables qualitatives, notamment la variable grande région, on a utilisé les tableaux de fréquence et en termes de graphique, on a vu qu'on pouvait soit utiliser le diagramme en bas ou alors le diagramme circulaire au camembert pour pouvoir analyser la variable qualitative. Pour ce qui est de la variable quantitative, on a vu qu'en termes de statistiques descriptives, on pourrait produire un tableau donnant les résultats sur la moyenne, la variance, l'étendue, les cas types. Donc, on a même calculé le coefficient de variation pour pouvoir mieux appréhender la dispersion dans notre échantillon. Donc, ce qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est la question qui vient après, où on demande, par exemple, d'énoncer l'hypothèse nulle et alternative. Donc, c'est quoi l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative selon vous? Donc, l'objectif ici, c'est de savoir si les libertés économiques diffèrent d'une région à une autre. C'est une question qui peut L'hypothèse nulle, ça peut... Oui, la parole à qui veut la prendre. Donc, je disais que l'hypothèse nulle, peut-être qu'on peut dire que les libertés sont les mêmes, quelles que soient les régions du monde. Voilà, les libertés sont les mêmes, quelles que soient les régions du monde. Ok, oui, c'est ça l'hypothèse nulle. Donc, ça veut dire que l'hypothèse alternative, c'est que les libertés sont différentes. Ok, si moi je veux, par exemple, moi je peux dire l'hypothèse nulle, c'est que les libertés sont les mêmes, et les libertés sont les mêmes, et l'hypothèse alternative, les libertés sont différentes. Ou bien l'hypothèse nulle, les libertés sont différentes, mais l'hypothèse alternative, les libertés sont les mêmes. Les deux sont valables, n'est-ce pas? Oui, les deux sont valables, mais bon, sauf que l'objectif de l'étude, quoi. Oui, bon, l'objectif de l'étude, c'est de voir s'il y a... bon, tout dépend. Hein. Quelqu'un peut penser que les libertés sont les mêmes, hein, et une autre personne dit le contraire. Mais bon, le choix de l'hypothèse du test dépend aussi du type de test qu'on veut faire. Donc, si on suppose par exemple que les libertés sont différentes comme hypothèse nulle, je crois que l'ANOVA, par exemple, ne sera pas applicable. Dans l'ANOVA, dans le principe même, dans la logique de l'ANOVA, la logique de l'ANOVA voudrait qu'on suppose que la variable, les moyennes sont les mêmes dans les différents groupes. Par construction même du test d'analyse de la variance. Mais le choix de l'hypothèse nulle n'influence en rien l'hypothèse de travail qu'on s'est fixé dès le départ, sur le temps plus que le résultat du test. Donc, selon que l'hypothèse nulle soit validée ou infirmée, pourra nous permettre de toutes les façons de savoir si notre hypothèse de travail est vérifiée ou pas. Bon, je m'embrouille un petit peu là, puisque avoir la question que vous nous posez, si moi je devais répondre à cette question, j'allais d'abord peut-être lier, ou bien rechercher d'abord quel est le type de texte que j'allais effectuer pour pouvoir répondre à la question qui est posée. Si je veux savoir si la liberté, comment appelle-t-on, liberté, rappelez-moi bien la question, s'il vous plaît. Quoi de liberté? En fait, la question c'est, on voudrait savoir quelle est l'hypothèse nulle, d'énoncer l'hypothèse nulle et l'alternative du test. Bon, implicitement, on savait qu'on devait faire le test d'ANOVA, d'analyse de la variance, puisqu'on avait un facteur et voilà. Donc, je m'appelle déjà aussi comme ça, parler de, on avait peut-être réalisé le test de qualité de variance, et je pense que c'est à partir de ça qu'on pourrait supposer qu'une hypothèse nulle peut être qu'il y a une égalité entre les variances,
Et l'hypothèse alternative va être la différence. Il y a une différence entre les valences. Donc, c'est à partir de cela que qu'on va maintenant essayer de définir des tests et en conclure, peut-être à partir de la plus-value, on pourra maintenant dire qu'il y a une différence entre les libertés dans le monde ou bien sur les différents pays concernés. C'est ce que j'allais, c'est comme ça que j'allais procéder moi. Je ne sais pas si je vais vous tout à fait. Donc, c'est ça. Bon, en principe, donc, en fonction de la situation qui se présente à nous, on peut déterminer la méthodologie à utiliser. Bon, ici, par exemple, en fonction des variables, la méthodologie qui s'y prête le plus, c'est l'analyse de la variance. D'après ce qu'on connaît de la théorie et tout, donc on s'est dit, bon, ce qui est plus approprié ici, c'est l'analyse de la variance. Maintenant, du moment où on est en analyse de la variance, il faut maintenant tenir compte du principe de l'analyse de la variance. Dans l'analyse de la variance, l'hypothèse nulle, c'est l'égalité des moyennes dans différents groupes. Ça, on ne pourra pas le changer. Ok. Même comme ça, bon, en fait, mais toujours est-il que, quelle que soit l'hypothèse nulle, donc il faut toujours se rassurer que ça permet de répondre à la question, à l'hypothèse du travail qu'on s'est fixée. Donc, l'hypothèse nulle du test ne doit pas être forcément l'hypothèse du travail. Donc, vous voyez par exemple que dans le cas de la NOVA, sinon on risque de s'embrouiller, de ne pas pouvoir faire le test si on est bloqué par le fait qu'on voudrait que notre hypothèse nulle soit à tout prix notre hypothèse de travail. Mais le plus important, c'est que l'hypothèse nulle permette de répondre à de savoir si notre hypothèse de travail est validée ou invalidée. Donc, mais par rapport maintenant au test d'analyse de la variance, donc j'aurais souhaité que quelqu'un prenne la main pour, de façon intuitive, faire ce test-là, que de façon intuitive, quelqu'un qui a le logiciel installé pourrait partager son écran et de façon intuitive, nous dire comment faire et puis on va interpréter ensemble. Ok, moi je vais essayer. Donc là, c'est analyse, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Est-ce que je vois dans statistique descriptive, il n'y a pas de fréquence? Non, c'est effectif. C'est plutôt effectif? Oui. Ok, donc là, comme ça, sélectionner c'est déjà sélectionné grande région. Voilà. C'est ça. Oui, donc ce sont les mêmes résultats qu'on a obtenus hier. On a le validé 162, 50 et ainsi de suite. Parce que hier, quand je revoyais la vidéo, après au niveau de l'onglet analyse, après il y avait fréquence quelque part. Donc moi je ne retrouvais pas ça en fait. Peut-être c'est parce que j'ai une version plus avancée. Bon, mais bon, de façon intuitive, ça renvoie à la même réalité. D'accord. Donc, c'est à partir de là, on fait ensuite les graphiques, c'est ça? Oui, toujours. Donc, revenez dans analyse. Oui, analyse. Analyse, oui. Descriptive, fréquence. Allez dans fréquence. Fréquence, c'est effectif. Voilà. Oui. Donc, au niveau de statistiques, maintenant, allez dans statistiques à droite là. Donc, statistiques, vous pouvez. Bon, là, il n'y a pas de quelque chose qui nous intéresse là, puisqu'il s'agit d'une statistique descriptive. Allez sur poursuivre, cliquez sur poursuivre et puis vous allez aller dans graphique, diagramme, plus bas, diagramme, ok. D'accord. Voilà, là, vous pouvez choisir diagramme en bas, en bâton, secteur. Donc, histogramme, ça n'a pas trop de sens parce qu'il s'agit d'une variable. Est-ce que de garder en effectif ou mettre en pourcentage? Bon, ça dépend. Hein. Bon, ça dépend de vos effectifs, pourcentage. D'accord. Ok, merci. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Oui, c'est visible, c'est bien. Donc là, sur les pourcentages. Oui, je vois un peu. Ok, j'arrête pour qu'on puisse poursuivre. Merci encore. Ok, voilà un peu la base de données devant moi. L'objectif ici est recherché. Vous me suivez, vous voyez, non, mon écran? Oui, évidemment. Oui. Ok. L'objectif est recherché, c'est surtout de faire un test d'ANOVA, de voir un peu les libertés individuelles. Est-ce les libertés individuelles sont-elles les mêmes dans les grandes régions? Ça, c'est un peu la problématique posée, l'hypothèse posée.
Alors là, la variable dépendante, c'est surtout les libertés individuelles et la variable indépendante, les grandes régions. Et donc, là, il me faut maintenant faire un test ANOVA et puis pour pouvoir vérifier l'hypothèse, voir l'hypothèse alternative. Donc, de ce point de vue, pour faire le test ANOVA, on dit que le test de normalité, comme il avait si bien dit, n'est pas nécessaire dans ce... C'est nécessaire, mais on peut faire fi de cela. Donc, je crois qu'on va vers analyse. Analyse, je crois bien. Donc, analyse, je viens vers les tests, je crois bien. Avec SPSS, on doit voir ANOVA, je sais pas, avec les tests. Non, pas directement, c'est comparer les moyennes. On compare les moyennes. Ok, donc comparer les moyennes, très bien. Alors, ANOVA a un facteur. ANOVA a un facteur, c'est ça? La dernière option, oui. Oui, ANOVA a un facteur. Ok. Donc, j'appuie sur ça. Et donc, on me demande la variable dépendante. La variable dépendante, on l'a bien spécifié, c'est la liberté individuelle. Donc, je cherche ça. Je cherche la variable dépendante en vue de l'amener de l'autre côté. La liberté. Je ne sais plus quoi. La liberté individuelle, c'est voilà. Liberté de mouvement, non? Non, c'est plus bas, c'est loin en bas là, c'est vers la fin. Ah, c'est jusqu'en bas, ok. Vers la fin du... Ok. Oui, la liberté humaine, c'est bien ça. Oui. C'est quel type de liberté? C'est pas des scores, non? C'est des scores, non? Score, oui, score. Score, ok. Non, non, je crois que c'est vers la fin toujours, je sais pas. Les scores là, est-ce que c'est pas au milieu les scores là? Je vois liberté de mouvement, grande région, liberté humaine, économique. Non, agrandissez un peu le cadre là, peut-être ça sera plus visible. Agrandissez à gauche et à droite. Là. Non, le cadre, la boîte, agrandissez à gauche et à droite. Ça sera peut-être plus visible. Ok. Tirez vers la gauche. Score, ouais. Voilà. Oui, c'est ça, liberté humaine. C'est EF score, non? C'est celui du haut là. Oui, EF score, très bien. Non, liberté économique score. Oui. Ok. Donc, je le ramène ici. Au niveau des variables dépendantes. Maintenant. Nos facteurs en bas. Et vous aussi sélectionnez. Oui, les facteurs. Ok, les grandes régions. Tout à fait. Ça, c'est juste en bas. Les grandes régions. Oui. C'est en bas, c'est plus bas. C'est celle qui est plus bas là. Non, c'est pas celle-là. Vous ramenez là. Non, okay. C'est celle, l'avant-dernière là. Grande région combinée. Oui. Oui. Ok, grande région combinée. Yeah. Ok. Donc là, c'est les facteurs. Oui, bon, on peut peut-être aller aux options là pour voir si on peut. Option. Option, ok. Pour voir si. Tracé de la moyenne. Oui, pourquoi? Oui, je vois caractéristiques. Bon, ça, c'est pas. Non. Cocher par exemple l'option tracé de la moyenne pour pouvoir mieux. Ok, tracé de la moyenne. Donc là, je crois que bon, ça va, on peut poursuivre et. Ok. Simplement. Bon, une fois paramétré, on a défini la variable dépendante, le facteur, on clique sur OK et on va voir le résultat. Ok. Maintenant, c'est bien visible. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est visible. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, voilà le résultat.
du test ANOVA. Et maintenant, il reste l'interprétation. OK. C'est bien beau de savoir comment est-ce que sur le logiciel ça s'implémente, mais maintenant, comment est-ce qu'on interprète, c'est là tout. Donc, mais comment est-ce qu'on interprète maintenant? Donc, on a un tableau, premier tableau, tableau d'ANOVA, on a somme des carrés, intra-groupe, on a le nombre de degrés de liberté, on a le carré moyen, on a la statistique de Fisher. Et sur la dernière colonne, on a la significativité. Voilà, donc c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la p-value. Donc, c'est l'élément central qui permet de tester l'égalité des moyennes. Donc, on sait déjà que dans une ANOVA, l'hypothèse nulle, c'est l'égalité des moyennes. Donc, ça veut dire quoi? L'hypothèse qu'on se donne, c'est que les moyennes sont les mêmes dans toutes les régions combinées. Après le résultat qu'on vient d'obtenir, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Est-ce que l'hypothèse nulle est acceptée ou rejetée? Oui, bon, on compare la significativité là par rapport à p-value. Dans la significativité, on va la comparer au seuil. Oui. Donc, on va la comparer au seuil. Donc, ici, la significativité, c'est 0,00 et quelques. Donc, il est inférieur au seuil, à 0,05. Il est inférieur. Et donc, ce qui veut dire que l'hypothèse, il est inférieur. Bon, oui, il doit être supérieur pour que l'hypothèse soit acceptée. Le fait que ça soit inférieur, l'hypothèse, elle a rejeté. Oui, la p-value est inférieure au seuil de significativité, donc on rejette l'hypothèse. Oui. La p-value est inférieure à la au seuil de significativité. À 5%. Donc, on rejette l'hypothèse. L'hypothèse est à rejeter. Donc, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que... La conclusion, c'est que les libertés économiques, les moyennes ne sont pas les mêmes entre les grandes régions. Les moyennes de liberté économique ne sont pas les mêmes entre les grandes régions. Entre les grandes régions. Oui. Donc, ça, c'est... On a le graphique des tracés des moyennes là qui laisse vraiment entrevoir... Donc, vous pouvez descendre un peu plus bas là. Donc, il y a une des régions, Afrique et Moyen-Orient, qui a le score de liberté le plus faible en moyenne. Donc, si on considère la région Afrique et Moyen-Orient, on voit que le score de liberté est très faible par rapport à... Donc, ici, il est plus élevé en Europe de l'Est et en Asie centrale. Oui. Il est presque le même aussi en Amérique, Europe occidentale et Océanie. Bon, il devient de plus en plus faible lorsqu'on se trouve dans la région Asie de l'Est et du Sud. Et puis, en Afrique, ce score-là est très bas. Bon, en fait, est bas par rapport aux autres. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que, si je comprends bien là, et par rapport au graphique, par rapport à la liberté économique, en Amérique et en Europe occidentale, on voit que là-bas, c'est beaucoup plus... La liberté est beaucoup plus accentuée et que dans n'importe quelle autre région, différente aussi. Et idem pour l'Europe de l'Est, idem pour l'Asie, mais c'est l'Afrique qui se trouve en bas de l'échelle en termes de liberté économique. Ok, très bien. Maintenant, moi j'ai une question, je ne sais pas. Oui. C'est vrai, dans le tableau d'ANOVA, on a besoin de la significativité, mais le carré moyen, la somme des carrés là, et puis les carrés moyens, là, le degré de liberté, est-ce que vous pouvez nous donner juste une petite explication?
théorique comme ça? Oui, bon, ce sont des éléments qui... la p-value n'est qu'un résultat qu'on obtient à la fin. Mais pouvoir avoir cette p-value-là... Ah, ok, appelez. Alors, pour pouvoir avoir cette p-value-là, il y a ces différents résultats. Donc, si vous voyez par exemple dans la diapositive que je vous ai présentée, peut-être je vais repartir un peu partager mon écran pour que vous voyez. Oui. Donc, ici, tel que vous voyez le tableau d'ANOVA, donc, il y a la somme des carrés des écarts, bon, interclasse, intraclasse. Donc, ici, la classe, ça dépend de la variable factorielle. Il y a la somme des carrés total. Donc, le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de facteurs entre les classes. Donc, qui en général, dans notre cas, par exemple, il y a 4 grandes régions. Donc, il y a également le nombre de degrés de liberté. Donc, maintenant, la variance, c'est le ratio entre la somme des carrés des facteurs sur le nombre de degrés de liberté des facteurs et la somme des carrés interclasses. La somme des carrés interclasse des résidus, c'est ce ratio-là. Donc, sous l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes, la statistique du test, qui est le ratio entre la somme des carrés des facteurs et la somme des carrés des résidus, donc ça c'est une loi théorique qui suit une loi de Fisher. Donc, ce qui est dans le tableau, c'est ce que vous avez vu là, les sommes des carrés des facteurs, les F. Donc, en réalité, de façon théorique, on a démontré que ce ratio-ci, donc sous l'hypothèse nulle, donc lorsque les moyennes sont égales, cette statistique-ci, qui est le ratio entre la somme des carrés des facteurs et la somme des carrés des résidus, suit donc une loi de Fisher. Donc, on connaît la table et donc la p-value peut se calculer donc à partir de la loi de Fisher. Donc, en fait, les résultats que vous voyez dans le tableau d'analyse de la variance là ne sont pas anodins, puisque ce sont ces résultats-ci qui permettent de pouvoir calculer la p-value, qui est le résultat final qui nous intéresse, qui permet de prendre la décision finale. Ok. Bon, maintenant, la pratique, les gens ne s'intéressent pas trop à comprendre ou à chercher à savoir comment est-ce que cette p-value-là s'obtient. Le plus important, c'est déjà de savoir quelle est l'hypothèse nulle, comment est-ce qu'on interprète lorsque la p-value est dans tel ou tel intervalle. C'est ce qui intéresse en général le commun des mortels. Ok. Ok. Mais le résidu, là, ça veut dire quoi? C'est les erreurs? Oui, c'est l'erreur. Ok. Donc, le résidu, c'est la différence entre... donc, parce que dans la NOVA, donc, on fait un peu une sorte de régression linéaire. C'est vrai que normalement, avant de faire la NOVA, on doit d'abord normalement faire la régression linéaire. Donc, une régression linéaire dans laquelle la variable explicative, c'est la variable quantitative. La variable dépendante, c'est la variable quantitative et la variable explicative, c'est le facteur. Donc, le résidu, c'est la différence entre la valeur prédite, puisque dans un modèle linéaire, on suppose qu'il y a une relation linéaire entre deux variables. Donc, le résidu, ce n'est rien d'autre que la différence entre la prédiction du modèle et la valeur observée. Ok. Donc, voilà. Donc, les carrés des résidus, c'est le carré de cette différence-là. On peut calculer la somme des carrés, soit Ok. les résidus et les facteurs. Par rapport au test ANOVA, je crois bien que j'ai compris. Maintenant, par rapport lorsque le résidu est grand, ça veut dire que c'est pas bon. Le modèle, il y a des biais là-dedans. Mais le résidu doit être faible. Par rationalité, quoi. Oui, tout à fait. Ok, bien, merci. Dans les principes des modèles linéaires,
Donc, on trouve les coefficients qui sont tels que le résidu soit minimal. Tout à fait. Bon, le résidu, c'est le carré des résidus, c'est une valeur qu'on cherche en général à minimiser pour que le modèle soit le plus efficace possible. Moi, j'ai une petite question encore par rapport à la construction du test là. C'est-à-dire la variable dépendante de la caisse, les libertés économiques là. Mais les libertés économiques, par essence, là, c'est une variable, c'est pas une variable qualitative, mais là, on trouve, je vois qu'ici, c'est une variable qualitative qui a des modalités. Liberté économique. Oui, je parle de la variable dépendante même qu'on a mis dans le modèle, là, dans le test ANOVA. La liberté économique, par essence, c'est quel type de... Ici, on a dit que c'est une variable quantitative. Tout à fait. Ça, c'est en référence aux différentes modalités, n'est-ce pas? Parce qu'elle a des modalités. Non, la variable quantitative n'a pas de modalité. C'est une variable quantitative n'a pas de modalité. Elle prend juste une valeur. En fait, pas une valeur, des valeurs qui sont susceptibles de varier. Continue. Oui, de façon continue, contrairement aux variables qualitatives qui prennent un nombre fini de valeurs. Oui, ok, je vois. Mais la liberté économique, là, c'est là-bas où vous avez calculé les scores, non? C'est bien ça? Oui. Ok. Oui, la liberté économique, on l'a évaluée à travers un score. À travers des scores. Ok. Et aussi, il faut aussi comprendre que ça suit une logique, puisque ce qu'on a choisi comme variable dépendante est une variable quantitative vraiment, et la variable explicative est une variable qualitative. Donc, c'est pour ça qu'on a fait forcément appel au test ANOVA. Sinon, au contraire, si c'était les variables quantitatives, on avait peut-être fait appel au test de Leven pour parler du test de calcul de variance facilement. Donc, c'est parce qu'il y a l'autre qui est quantitative et la variable explicative qui est qualitative qu'on a fait appel au test d'ANOVA. Si je ne me trompe pas. Hein. Oui, c'est bien ça. Du moment où on a une variable, disons, quantitative et une variable qualitative. Bon, la première chose à laquelle on pense en général, à laquelle on doit penser, c'est l'analyse de la variance. Hein, parce que on a regardé un cas pratique sur le test d'analyse de la variance. Donc, ici, par exemple, j'ai une base de données donc, qui contient des informations sur les individus dans plusieurs pays. Donc, il y a la variable sexe. Donc, ici, les valeurs modalités sont masculin et féminin. Donc, j'ai la variable âge qui est une variable quantitative. J'ai la variable salaire. Donc, la variable salaire qui est également une variable quantitative. Donc, oui, qui est une variable quantitative. J'ai la variable pays. Donc, au niveau des pays, donc on a les pays d'Afrique centrale, donc on a le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République démocratique du Congo. Donc, ces 6 pays que constitue la sous-région économique et monétaire de l'Afrique, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, par exemple. Donc, il y a une enquête qui a été menée sur le COVID. Donc, le COVID, donc, où on a prélevé un certain nombre de personnes dans ces pays-là. Donc, on a tests pouvaient soit révéler que les patients ont le COVID ou pas. Donc, si on veut par exemple savoir est-ce que le COVID, c'est une maladie qui est liée au sexe. Si on veut par exemple savoir si le COVID est lié au sexe,
naturellement, on ne peut pas faire une ANOVA comme on l'a fait tout à l'heure lorsqu'on voulait analyser les libertés économiques dans les grandes régions combinées. Donc, ce temps, puisqu'on avait la liberté économique qui pouvait se matérialiser au moyen d'un indice de liberté économique et les grandes régions combinées qui étaient une variable qualitative. Donc, on est ici dans le cadre de deux variables qualitatives. Donc, lorsqu'on a en face de soi deux variables qualitatives, donc, le test auquel il faut, par exemple, penser, c'est le test du Qui2. Bon, maintenant, concernant le test du Qui2, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu à utiliser ce test-là? Bon, je suppose que tout le monde a déjà entendu parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler du test du Qui2? Ok, je suppose que tout le monde a déjà entendu parler du test du Qui2. Le test du Qui2, c'est un test qui cherche à regarder l'association qui est entre deux variables qualitatives. En fait, le test d'indépendance du Qui2. Bon, dans le test du Qui2, dans le test du Qui2, comme je le disais, il y a une hypothèse qu'il faut tester. Donc, l'hypothèse nulle du test du Qui2, c'est l'association entre les deux variables qualitatives. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être du sexe féminin et le fait d'avoir le Covid? Donc, pour faire le test du Qui2 sous SPSS, c'est le même principe. Donc, l'onglet analyse, comme je l'ai si bien dit, c'est un onglet qui est le plus utilisé lorsqu'on veut faire les analyses, que ce soit les tests d'hypothèses, produire des tableaux, certains graphiques, faire les analyses un peu plus poussées, comme par exemple l'analyse en composante principale, les régressions, qu'elles soient logistiques ou linéaires. Donc, on va y revenir à la fin de ce module particulier. Donc, pour pouvoir faire, par exemple, le test du Qui2, qui sait comment est-ce qu'on peut faire le test du Qui2 sous SPSS et l'interpréter? Pour aller dans les tableaux croisés. Il faut aller dans... D'abord, on va dans analyse et puis oui. On va dans d'abord dans statistiques descriptives et on remonte au niveau du tableau croisé. Voilà, donc tableau croisé. Voilà, puisque à la base, le test de Qui2, c'est pas d'abord de l'association entre deux variables qualitatives. Donc, naturellement, il faut croiser les deux variables. Donc, OK, donc on va cliquer sur tableau croisé. Donc, parce qu'il est important de savoir le principe, en fait, comment est-ce qu'on le fait sous le logiciel, au-delà même de l'interprétation. Parce qu'on peut même savoir interpréter le test, mais ne pas savoir l'implémenter sous le logiciel. Donc, et beaucoup de personnes ne savent même pas que c'est assez simple de pouvoir implémenter un test d'hypothèse sous un logiciel. Donc, c'est assez simple, en un clic sur un logiciel, on peut le faire. Donc, on fait les calculs autrement. En fait, les calculs dont, si on voulait utiliser une calculatrice, ça pourrait prendre pas mal de temps avec des risques très élevés d'erreur. Donc, ici, au niveau du tableau, les deux variables qui nous concernent ici, c'est d'abord le sexe de l'individu, puisqu'on aimerait savoir s'il y a un lien entre le sexe et la maladie. Donc, whether the individual have COVID. Donc, nos deux variables concernées ici sont le sexe et le COVID. Non, par la suite, c'est quoi la procédure? Wow. Est-ce qu'il suffit juste de croiser les deux variables et d'avoir le résultat du test du Qui2?
Non, il faut aller sur statistiques. Il faut aller sur statistiques d'abord pour aller choisir, pour aller cocher les tests. OK, pour aller dans statistiques et puis on cocher qui deux. OK. Oui, on coche qui deux. Une fois cela fait, donc on a OK. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on va avoir les résultats et les interpréter, donc vous allez peut-être me dire quelle est l'une des limites du test du qui deux. Donc, ici, on m'affiche un résultat du genre tableau croisé, sexe, individuel. Non, c'est pas pourquoi on me dit que c'est vide, donc variable, il y a ma variable. Alors, j'étais plutôt dans une autre. Donc, ici, bon, j'ai une autre base de données, donc pour ne pas gagner en temps. Donc, on a ici le sexe, et puis, donc, par exemple, ici, donc, je vois par exemple la santé, très mauvais, mauvais état, assez bon, très bon. Bon, ici, par exemple, je veux tester pour voir si l'état de santé dépend, par exemple, du sexe. Est-ce que les hommes ou les femmes ont plus de propension à être malades, par exemple, que les hommes? Donc ici, comme tout à l'heure, je vais aller dans statistique descriptive et puis tableau croisé. Donc, je veux, par exemple, croiser ici le sexe et l'état de santé. Donc, c'est quelle variable? La santé. Donc, c'est information. Donc, je vais ici, comme tout à l'heure, cocher qui deux, poursuivre et OK. Donc là, j'ai mon tableau du qui deux qui présente d'abord dans un premier temps le tableau croisé de mes deux variables, à savoir le sexe et puis les informations sur la santé. Donc, il peut être soit de très on peut avoir soit une très mauvaise santé, une assez bonne santé, bon, ou alors très bonne santé. Donc, il y a 5 modalités pour la variable santé. Donc, au niveau du sexe, on a 2 modalités. Donc, on a homme, femme. Donc, 5, on a homme et femme. Donc, au niveau du test du qui 2, quel est, donc voilà le résultat de notre test du qui 2. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Comment est-ce qu'on interprète le résultat du test du qui 2? Donc, c'est déjà quoi l'hypothèse nulle et quelle est l'interprétation qu'on en fait? Donc, c'est quoi l'hypothèse nulle du test du qui 2? L'hypothèse nulle d'un test du qui 2, c'est que les variables sont indépendantes. L'hypothèse de l'alternative, c'est que les variables sont liées. Oui, le test du qui 2, c'est un test d'indépendance. Oui. Donc, l'hypothèse nulle du test du qui 2, c'est qu'il y a indépendance entre. Donc, c'est même pour ça qu'on appelle le test d'indépendance du qui 2. Il y a un test d'association, test d'adéquation. Donc, le test du qui 2 qu'on est en train de faire, c'est un test d'indépendance. Donc, autrement dit, l'hypothèse nulle du test du qui 2, c'est l'indépendance entre l'état de santé et le sexe. Donc ici, conformément aux valeurs qu'on a dans le tableau, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Donc, est-ce que l'hypothèse nulle est acceptée ou rejetée? Oui. Lorsque nous observons la plus-value du qui de depuis ça, on peut déjà lire 0,00 à ce niveau-là, ce qui est inférieur au seuil de 5%. Donc là, on rejette l'hypothèse nulle, qui dit que les variables sont indépendantes. Donc, l'hypothèse alternative sera acceptée. La conclusion, c'est que les variables ici testées sont liées. Tout à fait. Donc, les variables sont liées. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre l'état de santé et le sexe. Bon, maintenant, l'une des limites du test du qui 2, c'est que on ne peut pas savoir si est-ce que le fait d'être un homme ou alors le fait d'être une femme augmente ou diminue, par exemple, les chances d'être en bonne santé. Donc, c'est un peu ça la limite du test du qui 2.
autrement dit, on ne sait pas ce qui explique l'autre. Est-ce que c'est le sexe qui explique la santé ou c'est la santé qui explique le sexe? C'est ça, ça veut dire. C'est ça que vous voulez dire. Pardon, je n'ai pas bien suivi là. Ok. J'ai pas bien suivi là. Est-ce que vous pouvez préciser? Non, là, si vous parlez de la limite, j'essaie d'expliquer autrement ou bien de vouloir comprendre autrement ce que vous dites, quoi. Est-ce que... Ah, ok, oui, je suis en train de dire que le test du Ki2 permet de savoir s'il y a un lien entre les variables. Mais autrement dit, avec le test du Ki2, on est incapable de savoir si... Bon, là, par exemple, on dit que la conclusion, c'est qu'il y a un lien entre l'état de santé et le sexe. Bon, maintenant, la question qu'on se pose est la suivante. Est-ce que les femmes sont plus en bonne santé par rapport aux femmes? Donc, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que le fait d'être un homme prédispose à être en bonne ou en mauvaise santé? Donc, là, on ne peut pas répondre en disant... Bon, qui... Comment est-ce qu'on corrige cela? Quelle est la solution qu'on doit trouver pour cela? Voilà, c'est une très bonne question et c'est là que je devais en venir. Donc, bon, l'un des problèmes qu'on a ici, c'est que bon, on a une variable qualitative. La variable homme-femme, c'est une variable qui est binaire, donc il y a deux modalités. Dans l'état de santé ici, c'est une variable qui a plusieurs modalités. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais générer une nouvelle variable qui va convertir l'état de santé en deux modalités, bon et mauvais. Donc, je vais supposer qu'un individu est en bonne santé si son état de santé est assez bon, bon ou très bon. Donc, je vais considérer que l'état de santé n'est pas bon dans le cas où... bon, en fait, je vais considérer qu'un individu est en santé lorsque son état de santé est soit assez bon, soit bon ou alors très bon. Ou alors je vais considérer qu'il n'est pas en santé lorsque son état de santé est soit mauvais ou alors très mauvais. Donc, je profite aussi de cette occasion pour vous dire que sous SPSS, il est possible de transformer les variables pour pouvoir peut-être obtenir les analyses qu'on cherche. Donc, regardez par exemple ma variable santé. Donc, elle a trois modalités. 1 pour très mauvais, 2 pour mauvais, 3 pour assez bon, 4 pour bon et 5 pour très bon. OK. Donc, comment est-ce que je génère une variable binaire à partir de celle-ci qui va prendre deux modalités? Donc, en santé et malade. Donc, malade, ça sera on va considérer qu'un individu est malade si son état de santé est soit très mauvais ou alors mauvais. Donc, on va considérer, à contrario, qu'il est en santé lorsque son état de santé est soit assez bon, soit bon ou alors très bon. Donc, comment est-ce qu'on génère une variable sur SPSS? Donc, on peut le faire en programmation. Donc, il y a Aïcha qui vient d'arriver et voilà. OK, donc il n'y a pas de souci. Donc, comment est-ce qu'on génère une nouvelle variable sur SPSS? En général, on utilise l'onglet transformer. Donc, je vais transformer. Donc, je vais venir ici dans transformer et puis sélectionner calculer. Donc, je vais cliquer sur calculer là. Donc, je vais générer, ici, je vais donner le nom de ma variable. Donc, je vais l'appeler par exemple état de santé. Donc, à titre de rappel, le nom de la variable ne doit pas être séparé par les espaces et il ne doit pas commencer par un chiffre. Si on met par exemple si on le fait, elle sera certainement rejetée par SPSS. Donc, la première valeur de ma variable sera par exemple 1. Donc, je vais mettre ici au niveau de l'expression 1. Il y a une condition si, donc que je vais définir. Donc, lorsque vous êtes dans cette interface-là, donc si quelqu'un a une préoccupation, il peut toujours m'arrêter.
Donc, il y a un espace plus bas là pour la condition si, condition facultative de sélection. Donc, je vais venir ici dans si. Donc, je vais cliquer sur le si qui est là. Donc, je vais sélectionner inclus lorsque l'observation est remplie. Donc, je vais prendre un si quoi? Si ma variable qui s'appelle santé, donc information sur votre santé, si santé égale quoi? Donc, on a vu tout à l'heure que je vais revenir ici. Donc, je vais revenir dans ma variable état de santé. On a vu un, c'est un mauvais, deux, un très mauvais, deux mauvais. Donc, 3, c'est assez bon, 4, bon. Et, je vais définir une nouvelle variable qui va prendre deux modalités. Un, lorsque l'état de santé n'est pas bon, donc entre 1 ou 2. Les deux, lorsque l'état de santé est bon, donc soit assez bon, bon ou très bon. Donc, la variable aura deux modalités. Donc, ça va prendre la valeur 1 si la variable santé prend la valeur, soit la valeur 1 ou la valeur 2. Et ça va prendre la valeur 2 si la variable santé prend soit la valeur 3 ou alors 4 ou 5. Donc, je vais revenir dans transformer, donc calculer. Donc, je vais l'appeler état de santé. État-de-8 santé. Donc, je vais mettre ici, donc ça va prendre la valeur 1 si, donc je vais sélectionner ma condition ici, si, inclus, donc variable santé, voici information sur la santé égale 1. Donc, j'ai sélectionné, j'ai envoyé ici au moyen de la flèche. Donc, pour, donc sous SPSS, la condition pour c'est or, donc comme en anglais. Donc, or, pour santé égale 2. Je vais cliquer sur poursuivre. Donc, vous voyez que j'ai défini ma première condition. État de santé prend la valeur 1 si, donc voilà la condition que je viens de définir. Si variable santé égale à 1 ou santé égale à 2. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc là, j'ai déjà généré ma première, en fait, la première condition. Donc, je vais revenir dans transformer et puis calculer. Donc, état de santé va prendre maintenant cette fois-ci la valeur 2. Si quelle condition, donc si santé, donc je vais mettre différent. Donc, ou alors je vais mettre santé égale à 2, à 3, ou alors santé égale à 4, ou alors ma variable santé égale 5. Donc, il y en avait 5. Je vais cliquer sur poursuivre et OK. OK. Donc, une fois généré, vous voyez que là, il y a une nouvelle variable qui a été générée qui s'appelle santé. Donc, je peux lui donner définir le label là. Je vais l'appeler état de santé. Du patient. Le label, on peut mettre n'importe quoi là. Donc maintenant, ici, au niveau de valeur, je peux définir les modalités, donc telles qu'on a convenu dès le départ. Donc, je vais cliquer là sur valeur. Donc, je vais ici donner à la valeur 1. Donc, l'étiquette, c'est quoi? 1, c'est malade. Donc, je vais l'appeler malade. Je vais ajouter là. Ajouter. Et 2 pour en santé. Et puis je vais ajouter et puis enregistrer. Donc vous voyez comme que ici par défaut les modalités, donc les valeurs des modalités s'affichent avec 2 chiffres après la virgule parce que par défaut SPSS lorsqu'il génère une variable il met 2 décimales. Donc je peux ramener à 0. Hein. Donc, vous voyez que là maintenant les 2 modalités sont 1 pour malade, 2 pour en santé. Donc je peux faire une analyse descriptive pour voir. Donc analyse descriptive, donc effectif. Donc, je peux sélectionner ma nouvelle variable que je viens de générer qui s'appelle état de santé. Donc, en termes de statistiques descriptives, on voit là que dans notre échantillon, il y a 61 personnes
qui sont malades et puis 141 personnes qui sont en bon état de santé. Donc, je peux également faire le test du KID pour les deux variables. Donc, vous voyez que la variable état de santé, je l'ai transformée en une variable dichotomique au lieu de binaire. Donc, au lieu d'avoir plusieurs modalités, comme tout à l'heure, les modalités, donc, tout à l'heure dans la variable santé, on avait 5 modalités, très mauvais, mauvais. Donc, je les ai regroupées en une seule. Et donc, assez bon, bon et très bon, je les ai également regroupés en une seule modalité, de telle sorte que j'ai une nouvelle variable qui n'a que deux modalités qui résument notre variable. Donc là, je peux aussi faire le test du KID comme tout à l'heure, donc statistique, tableau croisé. Donc, au lieu du sexe, au lieu de santé ici, je vais plutôt sélectionner la nouvelle variable. Et donc, je crois que là, on a approché KID au niveau des statistiques. Je clique sur OK. Donc, c'est vrai que ici, mon test du KID donc, produit des statistiques. En fait, bon, oui, on a les plus-values, on a le même résultat. La plus-value ici est toujours inférieure à 5%, comme tout à l'heure. Donc, on peut dire que ma variable que je viens de définir est liée au sexe. Donc, maintenant, la question que je me pose, c'est quel est le sexe qui prédispose à être malade? Quel est le sexe qui prédispose à être malade? C'est là où on peut utiliser la notion de load ratio pour analyser, pour voir. Donc, load ratio, c'est une statistique qui permet d'analyser le facteur qui aggrave ou bien le facteur qui protège contre un phénomène. Donc, notre phénomène qu'on étudie ici, par exemple, c'est la maladie. Donc, on est soit en santé ou alors en bonne santé. Donc, pour pouvoir calculer les autres ratios, il est important que les deux variables aient en fait, soit binaires. Dans les deux variables dont on veut analyser la liaison, soit binaire. C'est pour ça que j'ai transformé ma variable état de santé qui initialement avait 5 modalités. Donc, j'ai trouvé le moyen de façon intuitive de la transformer en une variable qui n'a que deux modalités. Soit on est malade ou alors on est en santé. Donc, les deux modalités sont là. Donc, comment est-ce qu'on analyse les autres choses? C'est la même procédure que dans le test du KID. Donc, on va dans statistique et puis descriptif, tableau croisé. Donc, mais sauf qu'au niveau de statistique, donc je maintiens les deux variables. Donc la variable état de santé, donc il faut la mettre en colonne parce que c'est la variable qui permet d'analyser. Donc, je veux voir l'impact du sexe sur la maladie. Donc, je vais analyser la variable santé en termes de pathologie. Donc, je vais la mettre en colonne. Et puis, au niveau de statistiques, tout à l'heure, on a coché KID. Donc, je peux décocher là. Donc, la statistique l'autre ratio dont je parlais, c'est une statistique de risque. Donc, je vais analyser le risque ici pour voir quel est parmi les modalités masculin et féminin, quel est le facteur qui est le facteur de risque ou alors le facteur protecteur contre la maladie. Je vais poursuivre et cliquer sur OK. Donc, vous voyez que le résultat qui apparaît là, donc il y a d'abord le tableau de croisé qui apparaît là, qui croise les deux variables. Bon, maintenant, ici, dans le tableau d'après, on a la statistique du risque. Donc, vous voyez là, autre ratio, votre sexe, donc homme sur femme. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Donc, ici, ma variable pathologie, c'est ma variable maladie. Donc, l'autre ratio ici permet d'analyser le facteur qui aggrave ou alors qui augmente le risque d'être malade. Donc ici, par exemple, c'est qu'on a un numérateur dans notre autre ratio, c'est homme sur femme. Donc, l'autre ratio de homme sur femme, dont la valeur ici, c'est 1,79. Lorsqu'on a une autre ratio de 1,79, ici, ça signifie quoi? Ça signifie, par exemple, que les hommes ont
1,79 fois plus de chances d'être malade que les femmes. Donc, c'est un peu ce que cela signifie. Load ratio. Donc, en termes de risque, les hommes ont 1,79 fois plus de chances que les femmes. Donc, autrement dit, ça signifie quoi? Ça signifie que le facteur homme est un facteur de risque de maladie, alors que les femmes ont moins tendance à avoir les maladies que les hommes. Donc, l'autre ratio, c'est un paramètre qui peut, au-delà du test du Q2, c'est une analyse du risque qui, au-delà du test du Q2, qui ne donne que la relation qui est entre deux variables, peut permettre de voir quel est le facteur qui est le facteur à risque et quel est le facteur protecteur. Mais bon, pouvoir faire le test pouvoir faire l'analyse de load ratio, donc il faut que nos deux variables soient déjà binaires, donc il faut trouver le moyen de transformer les deux variables en variables binaires. Et il y a l'une des variables qui doit être vue en termes de variables pathologiques, donc être malade, non malade. Ça peut être, c'est pas forcément en relation à la maladie. C'est vrai que les autres ratios sont beaucoup plus utilisés en épidémiologie, en statistique de la santé, pour pouvoir analyser les facteurs associés à une maladie. Donc, en général, soit on est malade, soit on n'est pas malade. Et on a un autre facteur qui, dans le cas présent, est le sexe. Donc, on peut choisir dans notre base de données, il y a d'autres facteurs. Il y a par exemple ici, les autres facteurs comme on a par exemple ici, c'est... Pardon. On a par exemple cette question-là. Avez-vous un revenu pour vous soigner ou les moyens? Donc, il répondait peut-être par oui ou non. Je vais par exemple analyser aussi l'effet de cette variable sur la maladie. Donc, je vais faire analyse, statistique descriptive, tableau croisé. Donc, au lieu de prendre la variable sexe, donc je vais par exemple sélectionner avez-vous un revenu pour vous soigner? Ok, je vais la mettre là. Et donc, au niveau des statistiques, on a approché risque, donc, pour avoir l'autre ratio, OK. Donc, on voit ici, par exemple, que l'autre ratio ici est de 1,65. Ça veut dire que, par exemple, bon, en fait, l'autre ratio, vous voyez bien, ici, on a mis l'autre ratio avec vous un revenu pour vous soigner, oui sur non. Donc, ça veut dire que la modalité du numérateur, c'est oui, non. Donc, ça veut dire que le fait d'avoir les moyens pour se soigner, en fait, d'après le résultat qu'on a ici, ça veut dire que ça augmenterait le risque d'être malade. Mais bon, l'autre ratio ne s'interprète qu'en termes, lorsque l'effet est significatif. Donc ici, l'effet n'est pas significatif. C'est vrai que ici, dans le tableau, on n'a pas la p-value de la statistique mais on peut également faire un test de student pour voir s'il y a une relation significative. Donc, si on vient là dans statistique, tableau croisé, donc la même variable, donc si on choisit là Q2, d'abord dans un premier temps pour suivre. Donc, vous voyez que ici dans le Q2, si on considère le seuil de significativité de 5%, on ne peut pas dire qu'il y a un lien entre le fait d'avoir les moyens pour se soigner et le fait d'être malade. Donc, puisque ça veut dire qu'en dans ces termes-là, bon, l'autre ratio ne s'interprète pas. En général, on va interpréter l'autre ratio seulement dans le cas où il y a un lien entre les deux variables. Donc, je vais par exemple prendre un autre cas, donc je vais analyser. Oui, une question. Oui. Tu peux revenir au niveau des résultats de l'autre ratio, là, s'il
te plaît. Oui, oui, là. Voilà. Tu vois, est-ce que l'interprétation qu'on fait, tu vois, l'état de santé du patient, la première réponse qu'il y a, c'est malade, l'autre, c'est en santé. Oui, Donc, lorsque on a, par exemple, l'estimation du risque qui en découle, on a oui sur non et la valeur. Est-ce que c'est lié à la manière dont la réponse est donnée malade et en santé? Parce que ça... tout à fait. Tout à fait. Si on avait d'abord en santé ici à gauche et Oui, malade de ce côté, c'est qu'on dirait, c'est que, et qu'on avait le 1,65, si cela signifie. Bon, je vais prendre le cas du haut, là, le cas où on avait le sexe, où on disait que les hommes ont plus de chances de tomber malades. Donc, si ici à gauche, on avait plutôt santé, on dirait que les hommes ont 1,69 fois plus de chances d'être en santé. d'accord. Donc, c'est lié à l'ordre de Oui, c'est disposition des lié à réponses. l'ordre qu'on a dans le tableau qui est là. Ok, d'accord, Donc, merci si, beaucoup. par exemple, au lieu de générer, en fait, si regardez un peu au niveau des modalités qu'on a là. Si au lieu de générer, par exemple, du genre malade 1, 2, on avait par exemple mis 0 pour malade et 1 pour en santé, normalement, ça devrait inverser l'ordre dans le tableau. Et donc, il faut faire très attention à l'interprétation. Donc, on D'accord, interprète par rapport à l'ordre d'apparition dans le tableau croisé. Donc, voici malade. Donc, si ça signifie d'autres choses ici, il faut aussi interpréter en termes de ratio qui est ici. Vous voyez bien qu'on a bien mis homme sur femme. Donc, ça veut dire que le risque, la valeur, la statistique du risque ici, qui est l'autre ratio, s'interprète par rapport aux hommes. Donc, les hommes ont 1,79 fois plus de chances de tomber malade que les femmes. Donc ici, bon, la valeur qui est ici, c'est plutôt l'opposé. Ici, par exemple, on va interpréter par rapport aux femmes. Les femmes ont 0,81 fois plus de chances. On va avoir 0,89 fois plus de chances. Ça veut dire qu'on a moins de chances de tomber malade que les hommes. Donc en général, si on a un autre ratio ici supérieur, la valeur qui est ici est en général inférieure à 1. Donc lorsque l'autre ratio est supérieur à 1, alors le facteur est un facteur à risque de maladie. Bon, en fait, si on se situe dans le cadre d'une maladie, par exemple, et lorsque l'autre ratio sera inférieur à 1, ça sera un facteur plutôt protecteur. Donc, en fait, les expressions qu'on utilise dans le jargon de l'épidémiologie, mais bon, vous pouvez toujours adapter euh, dans votre domaine. ok, d'accord, merci beaucoup. Si vous êtes, par exemple, responsable de suivi et évaluation, bon, peut-être les situations que vous pouvez rencontrer sur le terrain, ça peut être, je ne sais pas moi trop, vous avez peut-être évalué un programme ou peut-être on a donné de l'argent à des personnes qui ont peut-être investi dans le projet, soit le projet a réussi ou alors le projet n'a pas réussi. Peut-être on veut peut-être savoir si peut-être la propension, on veut peut-être savoir la propension à réussir par rapport au sexe du bénéficiaire, par exemple. Donc, on peut toujours adapter en fonction du domaine dans lequel donc ça sera à vous de voir. Même si initialement, c'est une notion qui avait été initiée dès le départ pour être appliquée à l'épidémiologie, notamment aux maladies, facteurs associés aux maladies. Ça peut être un facteur, on peut aussi vouloir analyser le facteur associé au risque de crédit, par exemple, de défaillance. Si vous êtes, par exemple, dans une banque, vous pouvez chercher à savoir est-ce que les hommes ont plus tendance à être défaillants lorsqu'ils prennent du crédit ou pas. Vous pouvez chercher à savoir si est-ce que peut-être les commerçants ont plus tendance à être défaillants que les non-commerçants, par exemple. Ça tout dépend du domaine dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez trouver le moyen d'adapter. Donc,
Donc ça, c'était un peu pour présenter, en fait, déjà le test du Ki2, qui est un test qui est très utilisé lorsqu'on veut analyser le lien qu'il y a entre deux variables qualitatives. Mais parfois, dans la réalité, le fait de savoir qu'il y a un lien entre deux variables ou pas ne suffit pas. Très souvent, on veut aller plus loin et savoir quel est le facteur à risque, quel est le facteur protecteur. Donc, voilà, les autres ratios peuvent être une alternative. Mais si le seul objectif, c'est de pouvoir voir s'il y a un lien, bon, on peut le faire. Si on veut juste savoir si peut-être le fait d'être issu d'une famille riche ou pauvre a un effet sur la performance scolaire. Bon, on peut y aller. Mais toujours est-il qu'en général, au-delà du fait qu'il y ait un lien, on aimerait savoir quel est le facteur qui favorise le succès ou l'échec, selon le cas dans lequel on se trouve, la situation dans laquelle on se trouve. S'il vous plaît. Oui. Oui, maintenant, lorsque nous sommes dans le cas où on veut sortir le lien causal même, c'est-à-dire, on a vérifié avec le test étudié qu'il y a un lien entre les deux variables. Maintenant, si c'est de l'intention de savoir qui est-ce qui cause l'autre, là, c'est parce que c'était même là, on voulait, là, maintenant, tout le de faire, c'est encore nouveau pour moi. Maintenant, lorsque on a demandé qu'il y a un lien vraiment entre les deux variables, en termes de quelle est la variable qui cause l'autre, laquelle est le test qu'il faut faire directement pour résoudre cela. Soit de dire, bon, voilà, c'est telle variable qui explique celle-ci, ou bien c'est celle-ci là qui explique l'autre. Après avoir démontré qu'il y a un lien entre les deux. Bon, oui. Dans la notion de causalité, c'est une notion à laquelle on va y revenir un peu plus en avant. Mais bon, tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Enfin, dans le cas qu'on a pris ici, bon, le fait de chercher, est-ce que c'est... La notion de causalité n'a pas, par exemple, trop de sens dans les cas qu'on vient de présenter. Donc, où on veut, ici, par exemple, on voulait voir le lien entre le sexe et la maladie. Bon, logiquement, c'est l'appartenance à une classe qui peut être favorisée, peut-être l'apparition d'une maladie. Ça, c'est clair. Mais la causalité va peut-être venir beaucoup plus lorsqu'on va traiter de variables quantitatives. Et bon, on pourrait peut-être se poser la question de savoir peut-être entre, je sais pas trop, je vais peut-être prendre un exemple macroéconomique. Est-ce que l'inflation, entre l'inflation et peut-être la croissance économique, laquelle des deux variables cause l'autre? Est-ce que c'est l'inflation qui cause la croissance ou alors, bon, voilà. Mais bon, ce sont des notions sur lesquelles on va revenir un peu plus en avant, notamment dans le dernier module. D'accord, merci. Mais si on est beaucoup plus focus sur analyser le lien, l'association entre variables en fonction de leur type. Mais la notion de causalité va beaucoup plus nous intéresser lorsqu'on aura des variables quantitatives. Bon, moi je pense que c'est... Allô? Allô? Oui, allô? Je sais pas, apparemment il y a une question là, mais je ne suivais pas. On ne suit pas. On ne reçoit pas. Vous me recevez maintenant? Oui, ça s'est un peu amélioré. Ah, ok. Bon, je disais que la causalité, quand on parle, moi, je pense que, à part en économétrie, nous avons recours. Non, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. C'est bon maintenant? Oui, c'est mieux. Ok. Non, c'est une contribution que je faisais. Je disais que le sens de
la causalité, c'est, en tout cas en économétrie, nous convoquons plus la théorie pour identifier cela plus que les statistiques, quoi. Non, c'est juste, je disais que, bon, pour le sens de la causalité, en tout cas, à mon niveau, moi, je pense que c'est, on doit consulter plus la théorie du domaine pour identifier le sens de la causalité que les statistiques, quoi. Oui, on doit construire la théorie, mais bon, au sens statistique, on pourra toujours mesurer savoir si une variable cause une autre ou pas. Allô? Oui, Dans ce cas, j'aimerais comprendre, existe-t-il une différence entre la causalité et le lien? oui, il y a une différence. En fait, il peut y avoir un lien entre deux variables, mais ça ne voudrait pas forcément dire, en fait, ça ne voudrait pas forcément dire que c'est l'une qui a, en fait, il peut y avoir un lien entre les deux variables, mais dans les faits, c'est l'une des variables qui entraîne l'évolution de l'autre et pas l'inverse, par exemple. Il peut y avoir un lien entre deux variables, mais la causalité peut être, comment dirais-je, unidirectionnelle. D'accord, merci. Donc, la corrélation est une notion qui est différente de la causalité. Donc, causalité, ça signifie est-ce que si j'agis, Moi, une variable va moi, causer l'autre, si le fait d'agir sur l'une va entraîner le changement de l'autre. Donc, c'est un peu ça, terre à terre. C'est vrai qu'il y a une définition statistique, théorique, mais, pardon, une variable, ben, en général, c'est dans le cas des variables quantitatives, une variable va causer l'autre si le fait en fait, d'agir sur l'une, sur la variable causale, va entraîner une variation dans la variable, dans l'autre variable. Avant allô? alors, Oh, il y Oui, a un problème allô? de réseau là. Allô? Oui. oui, avant Ok, que nous quittions, ok. Monsieur cela, allez-y. ok. Et par rapport à la causalité là, dont certains mentionnaient là, Oui. je suis en train de la comprendre dans le sens où, par exemple en médecine, par exemple, si on dit, par exemple, la fièvre typhoïde, on sait qu'il y a un lien entre la saleté, les saletés, quoi, en un mot Oui. des mains, et puis la fièvre typhoïde. Il y a un Mhm. lien. Oui. Maintenant, s'il y a un lien, il y a un lien entre les deux. Maintenant, la causalité, c'est quoi? C'est que si on doit déterminer la fièvre typhoïde par rapport à la saleté va être le lien causal. La saleté va être la cause pour aller vers la fièvre typhoïde. Tout à Donc, fait. oui, de ce point de vue, dans cet exemple, on voit que si la variable dépend même, par exemple, si c'est la fièvre typhoïde, la saleté détermine la fièvre typhoïde. Et il y a un Par lien contre, aussi entre eux. tout à fait. Et puis, il y a un lien entre eux. Et puis, la cause, quand on analyse les faits, on voit que ce sont les saletés qui, dans la majeure partie des cas, qui entraînent la fièvre typhoïde. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, on peut comprendre aussi les liens de causalité là. Oui, c'est un peu dans ce sens-là. Mais bon, en statistique, bon, dans le cadre de, en fait, la notion de causalité a beaucoup plus de sens en termes statistiques lorsqu'on a deux variables quantitatives. Lorsqu'on a deux variables quantitatives, en fait, bon, est-ce que en augmentant la saleté, est-ce que ça augmenterait peut-être le degré de fièvre typhoïde? Bon, peut-être là, je ne sais pas. Mais bon, en général, on parle de causalité lorsqu'on a
On parle de... Excusez-moi, j'ai été perturbé par un appel là. Donc, en général, en statistique, lorsqu'on parle de causalité, mais la causalité dont vous parlez en termes de... C'est une causalité qui est... en fait, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de tests pour savoir que... bon, c'est vrai que du moment où il y a un lien, le fait d'avoir une saleté importante dans le corps est un facteur qui pourrait prédéterminer si on a la fièvre typhoïde ou pas. Donc, on va parler de causalité si l'action, en fait, on va dire qu'une variable cause une autre si l'action sur l'une pourrait entraîner des changements sur l'autre. Donc, parlant du cas de la fièvre typhoïde, de la saleté, bon, on peut parler de causalité parce que plus on aura de la saleté dans le corps, par exemple, plus on aura les chances savoir augmenter les chances d'avoir la fièvre typhoïde. Donc, c'est ça la notion de causalité. Mais toutefois, il peut y avoir un lien entre... donc, il y a des cas de causalité bidimensionnelle. Donc, de telle sorte que la variation de l'une entraîne en fait, a un impact sur l'autre et vice-versa. Donc, il y a maintenant les cas de causalité unidimensionnelle où l'une cause l'autre et pas l'inverse. Mais il peut avoir un lien sans avoir de causalité. Il peut avoir un lien entre deux variables sans qu'il y ait une causalité. Je pense que l'important c'est cette chose-là ou bien là, facilement, ça plus au niveau des modèles paramétriques. Parce que là, lorsque nous voulons estimer un modèle paramétrique, nous avons plusieurs variables. Il faut identifier maintenant la variable endogène et la variable exogène. Là, si nous avons montré qu'il y a des liens vraiment entre ces variables-là, là, il va falloir savoir qu'est-ce qui cause l'autre, qu'est-ce qui explique l'autre. Sinon, sans quoi, en estimant le modèle, ça ne va pas donner ce que nous cherchons. Donc, c'est plus en économie, comme le monsieur le dit, ou en économie. Oui, bon, oui, tout à fait. C'est beaucoup plus en économétrie que la notion de causalité. Voilà. On véritablement un sens. Mais en fait, dans le cadre des tests d'hypothèses où on est en train de travailler actuellement, ce sont des notions qui n'ont pas trop qui ont moins de sens. Parlant de variables nominales, sachant le lien entre les deux, on s'est basé sur le test QD d'indépendance plutôt. Et nous venons de ressortir ses limites. Maintenant, pour ce qui concerne les coefficients de contingence, les coefficients phi et la régression logistique, est-ce qu'en passant par ce test aussi pour essayer de ressortir le lien entre les deux variables nominales, est-ce qu'il y a aussi d'autres limites que nous pouvons observer? Si oui, quelles sont ces limites-là et comment est-ce qu'on peut les corriger? Bon, je n'ai pas bien suivi la question, mais bon, en fait, ce que je retiens, c'est que en fait, vous avez lié la régression logistique et la régression linéaire. Alors, coach, bon, Oui. l'intervenant, on n'entend pas bien. On n'entend pas bien Non, cette intervention. je ne sais pas si c'est un problème de micro ou... Oui. Non, ce que je disais, J'ai du mal à l'entendre là. alors, Oui. ce que je disais, c'est en plus du test du QD d'indépendance, pour ce qui concerne le lien entre deux variables nominales, nous pouvons encore utiliser le coefficient de contingence, le coefficient phi et la régression logistique pour ressortir le lien entre deux variables qualitatives. En plus, le test de QD d'indépendance, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. C'est même pour ça que tout à l'heure, je suis revenu à l'autre jour, mais un peu plus loin, on va voir la régression logistique qui est qui est une solution qui va même au-delà de l'autre. Vous avez vu, par exemple, ici, pour pouvoir faire les autres ratios, j'étais obligé de transformer une variable qui avait 5 modalités en une variable qui n'avait que 2 modalités. Bon, on a la pratique parfois, mais bon, on va voir un peu plus tard qu'avec une régression logistique, on peut non seulement
voir s'il y a un lien, mais de savoir quelles sont les modalités qui augmentent les chances d'avoir un effet en fonction du sens qu'on veut avoir. D'accord, ça peut aller. Voilà, donc on va le faire. Demain, on va introduire la régression linéaire et donc après, on va également regarder la régression logistique. Ok, Donc, c'est bien. les différents rouages, les interprétations, les situations dans lesquelles il faut utiliser l'une ou l'autre des méthodes, les limites, les avantages, les limites et puis les avantages de chacune des méthodes, les situations dans lesquelles on peut utiliser l'une ou l'autre.